du jour, focus consacré aujourd'hui au Pakistan, l'un des pays les plus touchés au monde par l'esclavage. C'est ce que confirme un rapport de la Walk Free Foundation, paru à la fin de l'année dernière. 4 millions de travailleurs pakistanais seraient victimes d'esclavage. Le mécanisme est toujours le même. Les grands propriétaires terriens encouragent des paysans pauvres à leur emprunter de l'argent, de petites sommes pour payer un mariage ou un médecin. Dès lors, ils sont condamnés à travailler gratuitement pendant des années pour rembourser des taux d'intérêt disproportionnés. Une de nos équipes s'est rendue dans le sud du Pakistan. C'est un reportage de Sylvain Lepetit et Taha Siddiqui. Nous serons ensuite en direct avec l'un de ses reporters. Dans les briqueteries pakistanaises, les histoires des ouvriers sont tristement identiques. Payés 2 € par jour, ils finissent toujours par demander une avance à leur patron. Dès lors, un système pervers de prêts à des taux usuriers se met en place. Cela fait 8 ans que Khalid travaille sans salaire pour rembourser un emprunt de 200 €. Et votre dette diminue ? Non, elle n'arrête pas d'augmenter, de doubler même. Comme je ne sais pas lire, je ne comprends pas comment ils arrivent à faire ça. Aujourd'hui, le propriétaire de l'usine réclame 6 000 € à cet homme handicapé et menace de s'en prendre à sa famille si jamais il fait défaut. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette vie d'esclave. Ils nous interdisent de partir, ils peuvent nous enfermer, nous frapper, même nous tuer. C'est pour ça que je ne peux pas fuir. Des accusations que le responsable de la briqueterie réfute. Ils mentent, nous ne sommes pas cruels. Ils nous doivent juste de l'argent et ils doivent nous rembourser. Au Pakistan, il serait 4 millions d'ouvriers et de paysans à travailler gratuitement. Seules quelques ONG locales dénoncent cette forme d'esclavage. Dans le Sindh, la province la plus touchée, toutes les terres appartiennent à une poignée de grands propriétaires qui se considèrent au-dessus des lois. Les plus pauvres, dont Manu, n'ont d'autre choix que de travailler pour eux. Alors dis-nous, quel est ton problème? Toi et ta famille, vous êtes pris au piège? Donne-nous les détails. Manu avait passé un accord avec un riche propriétaire. Il cultivait ses champs contre la promesse de garder la moitié de la récolte. Depuis combien de temps tu travailles pour eux? 4 ans. Et en tout, j'ai récolté plus d'1,5 tonne de céréales, sans jamais rien recevoir en retour. Sous prétexte de lui faire payer le loyer de sa cabane, le patron de Manu a gardé toute la production pour lui. Bon, eh bien, le juge civil devrait invoquer la loi sur la propriété et donner à la police un ordre écrit pour qu'ils viennent libérer ta famille. La plupart des esclavagistes sont des membres des parlements locaux et nationaux. Alors d'un côté, il y a ceux qui ont leur 4x4 et leur voiture de luxe, leurs enfants qu'ils envoient étudier au Royaume-Uni et qui possèdent une douzaine de maisons. Et de l'autre, vous avez ceux qui n'ont même pas de quoi manger leurs 3 repas par jour, qui n'ont pas de vêtements, pas de maison, pas d'école. Je pense que ce soi-disant partenariat, c'est bien la pire forme d'esclavage. L'ONG promet de libérer Manu et ses proches d'ici quelques jours. Allez, t'en fais pas, tout va bien se passer. Car les opérations de libération ne se déroulent pas toujours pacifiquement. Voici le seul hôpital de la région. 2 jours avant notre arrivée, les hommes de main d'un propriétaire ont refusé de laisser partir cette famille et ont ouvert le feu. Regardez, la balle est rentrée par là et elle est sortie ici. La police était venue nous libérer, mais les gardes nous ont tiré dessus. Mon fils de 8 ans a été tué. D'autres ont été blessés à la tête. Fait exceptionnel, les coupables ont été arrêtés. Discrètement, nous avons réussi à entrer avec une caméra dans le commissariat et à leur parler pendant leur garde à vue. Ces policiers sont venus pour prendre nos paysans alors qu'ils sont avec nous depuis 3, 4, 5 ans. Mais c'était du travail forcé. Non, 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 ils étaient totalement libres et ils vivaient heureux avec nous. Alors pourquoi cet affrontement ? Ils ont essayé de partir sans nous rendre tout ce qu'ils nous avaient emprunté, donc on s'y est opposé. Les 2 hommes n'expriment ni remords ni inquiétude. Ils savent qu'avec un peu d'argent, leur patron leur fera éviter la prison. Le lendemain, nous retrouvons Manu. L'ONG a obtenu l'ordre de libération du juge. Les policiers interviennent à la tombée de la nuit pour être certains que tous les paysans seront rentrés des champs. Là-bas, ce sont nos maisons. Les gardiens ont été prévenus de l'arrivée des forces de l'ordre. Ils ont fui. Il n'y aura pas d'affrontement.
Tout le monde est là? Personne ne manque à l'appel? Alors dépêchez-vous, prenez toutes vos affaires et on y va. Manu est soulagé. Pour les siens, 4 années de vie en enfer s'achèvent. Mon fils était malade et il est mort de faim. Le propriétaire a refusé de nous aider et il a dit qu'on n'avait qu'à cuire son corps et le manger. Depuis, le juge a prononcé l'annulation de leur contrat et de toutes leurs dettes. Mais le propriétaire, lui, n'a pas été poursuivi. Une liberté souvent de courte durée. Faute d'emploi et de terres disponibles, la plupart des anciens esclaves replongent très vite dans la spirale du surendettement et du travail forcé. Pour parler de ce reportage, Sylvain Le Petit est en direct avec nous depuis Islamabad. Sylvain, on l'a vu dans ce reportage, cette famille libérée de son esclavage par décision de justice. Est-ce que c'est rare ce genre de décision ? Bien, la loi sur l'esclavage au Pakistan est très claire. Le travail forcé est interdit. Et s'il continue d'exister, c'est justement parce que ces lois ne sont pas appliquées. Elles ne sont pas appliquées en premier lieu par la police, qui des fois refuse d'intervenir ou le fait à reculons. Dans notre tournage, par exemple, les policiers intervenaient parce qu'ils avaient reçu un avis de libération du juge, mais ils voyaient ces opérations de libération plutôt comme une corvée qu'ils étaient bien obligés de faire. Ensuite, la loi n'est pas appliquée par les juges eux-mêmes, qui sont très souvent inféodés aux grands propriétaires terriens, mais aussi passablement corruptibles. Pour vous donner un exemple, dans la région où nous avons filmé, les associations nous expliquaient qu'il n'y avait qu'un seul juge qui appliquait systématiquement la loi à libérer toutes les personnes qui lui étaient présentées. C'est lui qui a donné l'ordre, par exemple, de délivrer la famille de Manu que nous avons suivi. Un juge incorruptible qui a même donné des terres pour accueillir les anciens esclaves. Mais évidemment, des cas comme celui-ci sont extrêmement rares au Pakistan. Ça touche quelle population, ce type d'esclavage? Uniquement les agriculteurs et les petits ouvriers illettrés, comme on l'a vu dans votre reportage? Bien, le phénomène de l'esclavage touche les plus pauvres, et parmi les plus pauvres, il touche encore plus particulièrement les minorités religieuses. Les plus faibles, ceux qui n'ont pas de moyens de se défendre. Dans le Sindh, la région où nous avons et qui est proche de la frontière indienne, il y a une très forte communauté hindoue et ce sont les principales victimes de l'esclavage. Dans certains endroits, c'est même 80% des esclaves qui sont issus de la minorité hindoue. Il y a également des chiites ou des chrétiens qui sont touchés par ce phénomène, car au Pakistan, ces minorités religieuses sont souvent considérées comme des citoyens de seconde zone, et c'est terriblement difficile pour eux d'avoir accès à la police ou à la justice, qui sont toujours aux mains des clans les plus puissants. On se souvient des graves inondations qui avaient touché le Pakistan en 2010. Est-ce qu'elles ont eu des conséquences, ces inondations, sur le nombre d'esclaves dans le pays ? Oui, vous avez tout à fait raison. Les inondations de 2010 ont accéléré ce phénomène d'endettement. Tous ceux qui ont perdu leur maison, leur bétail ou tout simplement leur récolte ont été obligés d'emprunter aux grands propriétaires à des taux usuriers pour pouvoir se loger, manger, acheter des graines ou relancer leurs élevages et se sont retrouvés piégés dans cette spirale de surendettement, ce qui a provoqué un boom de l'esclavage dans ces régions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois ce sont des villages entiers, femmes, enfants, vieillards compris, qui sont obligés de travailler gratuitement pendant des années et parfois des générations, car les emprunts se transmettent aux enfants à la mort de leurs parents. Alors on a parlé du rapport de la Walk Free Foundation paru à la fin de l'année dernière, mais est-ce que la communauté internationale s'est saisie, à part constater, s'est saisie du cas de ces esclaves pour essayer de résoudre le problème ? Bien, les Nations Unies ont un programme de reconstruction des maisons pour les victimes des inondations, justement pour éviter que les plus pauvres et les plus fragiles ne tombent dans le surendettement. Mais de manière générale, peu d'organisations internationales luttent contre ce phénomène. Ce sont principalement de petites associations locales, comme celles que vous avez vues dans le sujet, qui se mobilisent et qui sont financées par exemple, la communauté européenne. Les militants que nous avons suivis nous expliquaient notamment que c'est sous la pression des Européens que le Pakistan avait intégré une législation anti-esclavagiste. C'est également sous la pression des entreprises occidentales que l'esclavage a reculé dans l'industrie textile ou manufacturière ces dernières années, car les grandes marques de vêtements de sport, par exemple, qui fabriquent au Pakistan, font de plus en plus attention à ce que leur nom ne soit pas sali par des accusations d'esclavage au sein de leurs sous-traitants. Merci beaucoup Sylvain Le Petit pour toutes ces précisions. Merci aussi pour votre reportage. C'est la fin de ce focus. Restez avec nous tout de suite, un nouveau journal sur France 24.